Donc, on va introduire le concept de red teaming dans le monde militaire. Je vais vous parler, ça fait un moment que je vous avais dit que je vous en parlerai. Ceci était une introduction au livre Red Teaming Transform Your Business by Thinking Like the Enemy, qui a été écrit par un auteur américain, bouquin que je vous conseille naturellement de lire, c'est Bryce G. Hoffman, et le programme révolutionnaire qui a transformé le monde militaire, Red Teaming. Il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est un bouquin de 150 pages, je vous ferai une synthèse, mais là je souhaitais introduire un peu le sujet pour avoir une autre vision du Red Teaming. Vous savez qu'on l'utilise en cybersécurité, on va en parler, mais vous allez voir que la Red Team, c'est bien plus vaste que vous le pensez. Vous savez que j'aime l'art de la guerre, Sun Tzu, bouquin que je vous conseille de lire, je l'ai lu très jeune, et ça m'a appris beaucoup de choses. Sun Tzu nous dit: connaître l'ennemi, c'est se connaître soi-même. En sang en bataille, tu ne seras jamais en péril. Lorsque vous ignorez l'ennemi, mais que vous vous connaissez, vos chances de gagner ou de perdre sont égales. Si vous ignorez à la fois votre ennemi ou vous-même, vous êtes certain d'être en péril dans chaque bataille. Alors, je vais vous parler du début du livre. En fait, c'est un journaliste, puisque l'auteur a été journaliste pendant plus de 20 ans. Il travaillait dans le monde des affaires et il connaît un certain Maludi qui a donné les techniques commerciales pour sauver Ford de la crise. On a eu les premières et deuxièmes crises du pétrole dans les années 70 avec l'OPEP, et on avait des constructeurs de Détroit qui étaient un peu dans la panade, et il a réussi à remonter justement General Motors avec des techniques qui pourraient être assimilées des techniques de red teaming. Donc l'auteur va essayer de rentrer dans l'école de Leavenworth où sont formés les maîtres espions, les agents du renseignement, l'ensemble des corps d'armée, JSOC, CIA, NSA et autres viennent faire leur classe à Leavenworth. Également dans la USF et le corps des marines. Je vais vous parler de tout ça. Enfin, c'est l'auteur qui va vous l'expliquer. Donc on commence le début du livre. Un matin froid et clair de mars 2015, j'ai passé ma voiture devant les murs de pierre taillés à la main et d'imposantes portes en fer de l'ancienne prison de Fort Leavenworth, Kansas. Quand il parlait d'envoyer quelqu'un pour casser les pierres à Leavenworth, j'ai enfin compris ce qu'il pensait. C'est là que l'armée américaine a envoyé le plus mauvais de ses pommes pourries, entre guillemets, pendant plus d'un siècle. En 1875, l'armée américaine fit sortir les premiers détenus vers ce qui était encore la frontière et les força à construire leur prison autour d'eux, la taillant bloc par bloc dans la pierre indigène, dans une scène digne de Kafka, auteur allemand que je vous conseille de lire. Officiellement connue sous le nom de caserne disciplinaire des États-Unis, elle a servi de prison militaire à sécurité maximum donc un QHS, jusqu'à qu'elle soit jugée inapte, même aux pires délinquants. Le bâtiment principal a été démoli en 2002 et ses détenus transférés dans un pénitencier moderne en béton, construit dans un endroit plus éloigné de la base. Je me suis retrouvé à chercher une place de parking sur l'asphalte noir frais qui couvrait la zone où se trouvaient autrefois les anciens blocs cellulaires. Le reste du complexe pénitentiaire d'origine, des murs et des tours de garde à l'infirmerie et aux ateliers, subsistait encore. Certains de ces bâtiments ont été convertis en bureaux, d'autres, dont un édifice en pierre qui abritait autrefois la potence, avaient été convertis en salle de classe. Après un long contrôle de sécurité, j'y suis allé. J'ai appuyé mon nouveau laissez-passer de sécurité sur le lecteur électronique installé à côté de la porte de la classe 104. J'ai essayé de me glisser à l'intérieur aussi discrètement que possible. Mais difficile d'être discret quand on est le seul civil dans une classe pleine de militaires. Il y avait 12 autres étudiants, tous vêtus d'uniforme de tenue de combat. Tous se sont retournés à l'unisson quand j'ai ouvert la porte et m'ont regardé avec méfiance. 11 étaient des majors de l'armée et deviendraient peut-être bientôt promus à ce grade. L'un était un officier du renseignement de l'armée de l'air. Presque tous avaient effectué plusieurs tournées de combat en Irak et en Afghanistan. Beaucoup portaient déjà l'insigne de l'action en combat de l'armée sur leur poitrine gauche, qu'ils avaient été pris dans le vif du sujet. Plusieurs parachutistes arboraient des ailes de saut. Certaines étaient décorées. L'un avait même un béret vert posé sur son carnet. La pièce était occupée par une énorme table en forme de U, avec des sièges disposés autour du bord extérieur. On avait également une carte nominative qui était placée devant chaque siège. Le mien disait M.R. Hoffman. Tous les autres, majeurs,
so and so. Donc, majeur patati patata. Vous devez être important, a déclaré l'officier à ma gauche, lorsque je me glissais dans mon siège. Je lui répondis, je t'assure que c'est vraiment pas le cas. Alors, pourquoi es-tu habillé comme ça? Demanda-t-il, en regardant ma veste sport en laine et mon pantalon. Il me dit, la seule autre personne habillée de cette façon, c'était notre instructeur, le docteur Kevin Benson. C'était un gentleman dégainé, avec une moustache blanche tombante qui faisait ressembler à un shérif frontalier. Mais au moins, Benson était un colonel à la retraite, et pas n'importe quel colonel à la retraite. Il était littéralement l'homme qui avait écrit le plan d'invasion de l'Irak. J'avais l'impression de participer à une fête pour laquelle je n'étais pas habillé, et je n'avais aucune raison d'assister. Mais j'étais exactement là où je devais être si je devais en apprendre davantage sur l'équipe rouge, la Red Team, une façon révolutionnaire de tester des stratégies et de naviguer dans un avenir incertain dont j'avais d'abord entendu parler dans un film de zombies. J'aime pas les films de zombies, j'ai jamais aimé ça. Mais plusieurs amis dont je respecte les opinions m'ont recommandé en 2013 World War Z. Alors, même si je respectais pas suffisamment leur opinion pour aller le voir au cinéma, je me suis quand même dit quelques mois plus tard, avec un gros rhume, allongé sur mon canapé, j'ai parcouru la liste d'Amazon Instant Video à la recherche de tuer un après-midi. Et en effet, World War Z était en tête de liste. D'accord? Cela semblait convenablement insensé, mais j'ai cliqué sur le bouton play. Donc je pourrais pas vous dire grand-chose sur le film. La majeure partie s'est rapidement perdue dans une brume décongestionnante, mais une scène qui m'a frappé comme un coup de fusil de chasse au visage d'un cadavre ambulatoire. Au début du film, il apparaît que la seule nation, Israël, a réussi à éviter l'apocalypse zombie induite par le virus qui a détruit le reste de la civilisation humaine. Notre héros, Brad Pitt, est envoyé à Jérusalem par ce qui reste du gouvernement des États-Unis pour découvrir pourquoi. Un officier supérieur du Mossad rencontre Pitt à l'aéroport et lui explique que son pays a décidé de sceller les frontières après avoir reçu des informations faisant état d'une épidémie de zombies en Inde. D'autres nations ont reçu les mêmes informations difficiles à croire, mais ont rejeté les rapports comme étant absurdes. Lorsque Pitt demande pourquoi Israël a décidé d'agir en conséquence, l'homme du Mossad crédite la doctrine du 10e homme et dit qu'Israël l'a adoptée à la suite de la guerre du Yom Kippour. Au cours du mois qui a précédé octobre 1973, nous avons vu des mouvements de troupes arabes et nous avons convenu à l'unanimité qu'ils ne constituaient pas une menace. Maintenant, un mois plus tard, l'attaque arabe nous a presque jetés à la mer. Alors nous avons décidé de changer, explique l'Israélien. Si 9 d'entre nous, avec les mêmes informations, arrivent à la même conclusion, c'est le devoir du 10e homme d'être en désaccord. Aussi improbable que celui puisse paraître, le 10e homme doit commencer à penser, en supposant que les 9 autres avaient tort. Dans ce cas, il était ce 10e homme. Il avait réussi à persuader ses pairs de fermer les frontières par précaution, empêchant ainsi la peste zombie d'infecter son pays. Ça avait vraiment pas d'importance dans le film, puisque les zombies étaient au mur des lamentations quelques minutes plus tard. Cependant, cela comptait beaucoup pour moi. Non pas parce que j'avais passé du temps à réfléchir à la manière de contenir des morts vivants, mais parce que j'avais passé beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont les entreprises pourraient mieux planifier, surmonter la pensée de groupe et éviter la malédiction de la complaisance qui semblait si souvent suivre le succès des grandes entreprises. 2 ans plus tard, j'avais écrit American Icon, Alan Mulally and the Fight to Save Ford Motor Company. Ça avait été un best-seller et un certain nombre de PDG aux États-Unis et dans d'autres pays avaient adopté mon livre comme manuel pour un nouveau modèle de leadership, une approche de gestion tournée vers l'avenir et axée sur les données que Mulally avait utilisées non seulement pour sauver Ford, mais également Boeing. Beaucoup de ces PDG voulaient en savoir plus sur la méthode de Mulally et plusieurs m'avaient demandé de les aider à mettre en œuvre ces idées dans leurs organisations. J'avais rapidement découvert qu'aider les entreprises à résoudre leurs problèmes était un moyen plus satisfaisant de gagner sa vie que d'écrire sur ces fameux problèmes. J'ai donc quitté mon emploi au Detroit News après 20 ans en tant que journaliste économique et j'ai lancé une nouvelle carrière en tant que consultant en gestion. Alors ensuite, il parle un petit peu de Bill Ford, l'arrière-petit-fils d'Henry Ford, qui suivit les conseils de Mulally et qui sauva l'Empire
hein, pendant que General Motors, Chrysler, Crosstown se pétaient la gueule et ont eu de gros problèmes. Il y a eu la période des 30 glorieuses après la Seconde Guerre mondiale et ensuite on a début des années 80, une crise économique qui toucha durement l'industrie automobile américaine, hein, avec la concurrence féroce des Japonais qui ont compris qu'il y avait moyen de percer le marché américain. Et c'était quelque chose qui n'était pas envisageable dans les années 60-70. Encore une fois, c'était comment appliquer et aussi comprendre, hein, comment les gens s'étaient trompés, parce que les grands de ce monde, en tout cas les grands 5, Chrysler, Crosstown, General Motors, Ford, avaient pensé que ils continuaient, hein, de vendre des voitures ternes et qu'elles restaient compétitives. Ils étaient loin de la vérité. Et le cycle économique et la pression de la mondialisation ne leur donnera pas raison. Donc, Mullally, Ford sauvé, mais pour combien de temps? Le but, en fait, c'est de comprendre comment utiliser des techniques de management et de pensée contradictoires, contraires. Vous allez par la suite comprendre pourquoi, pour sauver une entreprise ou pour la rendre compétitive. Mais d'abord, d'où ça vient tout ça? Donc le journaliste parle et j'ai retrouvé un ancien porte-parole des forces de l'IDF, hein, force de défense israélienne, Eitan Bushman, qui m'a aidé à séparer les faits de la fiction. Et donc il me dit, l'armée israélienne a en effet une doctrine similaire, mais elle ne s'appelle pas la doctrine du 10e homme. Après la guerre de Yom Kippour, la direction du renseignement de Tsahal a créé une équipe rouge, une Red Team, une équipe d'avocats du diable, Devil Advocate, qui peut contester les hypothèses courantes au sein des organes du renseignement. Bushman a écrit une petite organisation d'élite qui portait le nom de code Ipsha Mistabra. C'est un terme araméen qui est fréquemment utilisé dans le Talmud, qui signifie quelque chose comme « au contraire ». La réalité apparaît toujours autrement. Sa devise était « celui qui réfléchit gagne ». Donc c'était réel. Mais en fait, comment cela fonctionnait-il? Vous savez ce qu'était l'avocat du diable? Je savais ce que je ne savais pas, et je l'ai vite appris, c'est que l'avocat du diable est une véritable office dans l'église catholique romaine. Advocatus Diaboli est le titre populaire donné au promoteur fidei, promoteur de la foi, un officier important de la sacrée congrégation des rites dont le travail consiste à contester toutes les nominations à la sainteté par une analyse sceptique du caractère du candidat et des miracles supposés. Bien que cette fonction ait changé au fil du temps, l'église catholique emploie toujours des témoins hostiles dans le cadre du processus de vérification des saints potentiels. En 2002, par exemple, l'église a appelé les athées Christopher Hitchens et Arup Chaturji à témoigner contre Mère Teresa lors de sa procédure de béatification. Hitchens s'est plaint plus tard qu'il n'avait pas été payé pour ce service. Il avait donc représenté le diable pro bono. Pro bono, en latin, pour de bon. Bien que cela puisse sembler un peu comique pour les profanes, je pouvais voir comment une approche similaire pouvait être utilisée pour tester les hypothèses de planification militaire, ou peut-être une nouvelle stratégie de produit, une proposition de fusion-acquisition, ou peut-être un plan d'affaires. Mais en fait, c'était quoi cette équipe rouge à laquelle Bushman faisait référence? Avant de couvrir l'industrie automobile à Détroit, j'avais passé une grande partie des années 90 à couvrir l'industrie de la haute technologie dans la Silicon Valley. J'avais entendu parler de l'équipe rouge utilisée aux références aux hackers white hat, chapeau blanc, payés par les entreprises pour s'introduire dans leur réseau informatique afin d'exposer les vulnérabilités, afin que ces trous puissent être corrigés avant que les Black Hats, les pirates chapeau noir les plus infâmes, ne les découvrent. Ces équipes rouges ont été largement employées pour aider à protéger les réseaux informatiques sensibles et les données qui y sont stockées. Mais il ne semblait pas être à ce quoi Bushman faisait référence lorsque lui a utilisé le terme Red Teaming. Il s'avère qu'il existe de nombreuses Red Team, équipes rouges. Les équipes rouges de cybersécurité que j'ai rencontrées dans la Silicon Valley. Il existe également des équipes rouges de tests d'intrusion, de tests physiques d'intrusion, qui sont de la sécurité physique de tout. Les installations gouvernementales secrètes aux laboratoires de recherche, en passant par le développement, recherche et développement des entreprises. Par exemple, les équipes rouges du département américain de la sécurité envoient des agents armés de fausses bombes à travers les lignes de contrôle des aéroports pour voir si les inspecteurs de la TSA, Transportation Safety Administration, peuvent les attraper.
Et malheureusement, trop souvent, ils ne peuvent pas. Les joueurs de guerre militaire, les wargames, également commerciaux, utilisent les équipes rouges d'émulation de menaces. C'est pour ça, c'est moi qui parle, plus tard à un certain haut degré de sophistication et de technique, vous allez vous-même faire ce qu'on appelle de l'adversary emulation, émulation de menaces. On va se faire passer pour les méchants et on va utiliser des scripts d'automatisation qui vont lancer des cyberattaques automatisées sur l'entreprise et on va voir avec côté bleu ce qu'ils sont capables de détecter. D'accord ? Je reprends. Donc les équipes rouges d'émulation de menaces comme remplaçants de l'ennemi. Les rouges représentent l'ennemi. Ils simulent l'ennemi. Vous, quand vous travaillerez en tant que rouge, vous devez émuler toutes les tactiques, les techniques, les procédures d'un ennemi. D'accord ? D'un hacker étatique ou d'un service de renseignement. Ces ennemis peuvent être des États voyous, ce qu'on appelle des rogue states, ou une entreprise rivale, si on doit parler d'accords commerciaux et de business model. Enfin, il existe des équipes rouges d'aide à la décision qui utilisent la pensée critique et contrariante, contraire, d'accord ? C'est-à-dire aller contre la doxa, aller contre la pensée dominante, puisque individuellement, vous êtes doué de cognition, d'intelligence, de recul. Autant si vous êtes dans le groupe, vous devenez un mouton dans le troupeau. D'accord ? Le but, c'est de penser en dehors de la boîte. Think out of the box, c'est l'esprit hacker et c'est l'esprit également red teamer. D'accord ? Ne pas suivre la masse, apprendre à penser par soi-même, tester les stratégies, les plans et les théories. Toujours. C'est le genre d'équipe rouge dont Bushman parlait. Et au fur et à mesure que j'en apprenais plus sur le sujet, je suis devenu convaincu que ce type d'équipe rouge était exactement ce dont les entreprises avaient besoin pour dissiper la pensée de groupe et la complaisance et faire une réelle évolution rapide dans ce monde de plus en plus incertain. Les Israéliens ont peut-être été les premiers à voir le potentiel de l'équipe rouge, mais ils n'étaient pas les derniers. Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et les guerres désastreuses qui ont suivi ont humilié les agences militaires et de renseignement américaines, les incitant à rechercher de nouvelles façons de penser et des méthodes d'analyse alternatives. C'était une période qui donne à réfléchir aux généraux et aux maîtres espions américains. La chute de l'Union soviétique et la victoire éclatante de la coalition dirigée par les États-Unis dans une guerre unilatérale avec l'Irak en 1991 les avaient convaincus que la supériorité technologique et la maîtrise de l'information de l'Amérique garantiraient sa sécurité chez elle et sa victoire à l'étranger dans un avenir prévisible. Dans les ruines des tours jumelles et les victoires de courte durée en Afghanistan et en Irak, ils ont découvert à quel point ils s'étaient trompés. Les agences de renseignement et les planificateurs militaires américains étaient déterminés à éviter de commettre les erreurs similaires à l'avenir en réfléchissant plus profondément et avec plus de scepticisme aux défis et aux opportunités auxquelles l'Amérique était confrontée dans ce nouveau monde. À cette fin, ils ont commencé à rassembler un éventail de techniques d'atténuation de la pensée critique et de la pensée de groupe. Ils ont commencé à constituer des équipes rouges chargées d'utiliser ces outils pour évaluer leur stratégie et leurs plans. Ces équipes rouges ont rapidement proposé des interprétations alternatives du renseignement à Washington et ont remis en question les stratégies existantes de lutte contre les insurgés en Afghanistan et en Irak. Les idées pénétrantes et les analyses qui donnent à réfléchir offertes par ces fameuses équipes rouges ont soulevé beaucoup de sourcils, eyebrows, comme on dit en anglais, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Alors que les rapports générés par les équipes rouges américaines étaient partagés avec les forces alliées, d'autres pays ont vu la valeur de cette approche contraire et étaient impatients de l'imiter. Bientôt, Britanniques, Canadiens, Australiens ont créé leurs propres équipes rouges. Ok ? Et nous, les Français, comme d'habitude, on a été les derniers à créer nos équipes rouges. Ok ? Mais c'est maintenant effectif. Revenons au texte. Là, c'était moi qui parlais. Lorsqu'ils l'ont fait, ils se sont tournés vers le programme d'entraînement de pointe de l'équipe rouge que l'armée américaine avait créé à Fort Leavenworth pour s'inspirer, se guider. Il était devenu l'étalon or pour l'instruction du red teaming. Même le rival, l'US Marine Corps, y envoyait ses officiers en formation. Il en était de même pour les autres agences gouvernementales telles que le département de la sécurité intérieure, les douanes et la protection des frontières avec la DEA, Drug Enforcement Administration.
Si je pouvais apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre sur l'équipe rouge, c'était ici l'endroit pour le faire. Personne de l'extérieur du gouvernement, de l'armée, n'avait jamais été autorisé à suivre les cours complets de red teaming de l'armée. J'étais déterminé à devenir le premier. J'ai alors appelé le Pentagone et tout simplement j'ai demandé si je pouvais m'inscrire. La réponse initiale de l'armée a été sans surprise. Non. Même si, avec mes plus de 20 ans en tant que journaliste, j'avais appris que non n'est pas une réponse. J'ai alors contacté directement le chef du programme, un colonel à la retraite du nom de Steve Rodkoff, qui avait été l'un des premiers officiers à proposer l'idée d'une équipe rouge d'aide à la décision en 2004. Et d'après ce que j'avais entendu, c'était l'évangéliste le plus ardent. Si quelqu'un dans l'armée pouvait m'aider, c'était sûr que ce serait lui. Au moment où j'ai appelé Rodkoff, j'avais lu tout ce que je pouvais trouver sur l'équipe rouge, y compris le manuel de l'équipe rouge de l'armée américaine. Red Teaming Battlefield. Ok, vous l'avez d'ailleurs sur mon serveur Discord et sur le Google Drive. Hein, vous avez le bouquin. Rodkoff avait aidé à le rédiger. Plus je lisais, plus je devenais convaincu que l'armée avait développé quelque chose d'une réelle valeur commerciale. Il s'agissait là d'un moyen systématique d'intégrer la pensée critique et contraire dans les processus de planification et de prise de décision d'une grande organisation. Si cela fonctionnait dans une organisation aussi hiérarchique, monolithique et bureaucratique que l'armée, je pouvais également la faire fonctionner dans les entreprises. Amazon et Google sont célèbres ou tristement célèbres si vous étiez leurs concurrents pour avoir perturbé des industries entières. D'autres entreprises les étudient de près, cherchant désespérément à entrevoir le secret de leur succès. Lorsque j'ai décrit l'équipe rouge, mes amis de Google ou d'Amazon, ils m'ont tous dit la même chose. Ça me paraît familier ce que tu me racontes. Ça ressemble beaucoup à la façon dont on fait les choses chez Google et Amazon. Un ami de chez Amazon me dit ceci. On n'appelle pas ça, en fait, l'équipe rouge. On n'a pas vraiment de nom pour parler de ça. En fait, c'est ce que nous a appris Jeff depuis le début. Il parle de Jeff Bezos. Ça fait partie de notre ADN. C'était des processus pointus de planification en interne. C'est en grande partie la raison pour laquelle nous sommes si efficaces pour observer d'autres entreprises et déterminer comment faire mieux qu'elles. D'autres entreprises me demandent souvent, en particulier des entreprises plus anciennes et établies, comment elles peuvent ressembler davantage à Amazon. Je ne sais pas quoi leur dire. Hein. J'ai peur de paraître un imbécile. Alors je leur dis, vous savez, la seule façon de faire ça, c'est tout détruire. Casser vos processus et recommencer à zéro. Parce qu'on a toujours fait comme ça, ici, depuis le début. Mais jusqu'à présent, c'est la meilleure réponse que je peux trouver quand on me pose la question. Et il semble toi, tu en as trouvé une meilleure. Alors peut-être qu'avec l'équipe rouge, ça peut être une technique d'en apprendre plus à ces entreprises, à mon entreprise. Du coup, l'ami de chez Amazon me demanda d'aller creuser ces techniques de red teaming. J'ai parlé à Rodkoff de l'engouement pour les équipes rouges dans le milieu des affaires. Je lui ai dit à quel point je pensais que ça pouvait être important pour les entreprises qui luttent pour faire face à de nouveaux concurrents, nouvelles technologies, nouvelles réalités des affaires au XXIe siècle. Et je voulais écrire un livre qui expliquait l'esprit red teaming d'une manière que les entreprises puissent comprendre, afin qu'elles puissent commencer à utiliser cette approche pour faire face aux défis et aux opportunités. Je lui ai dit que tous ceux avec qui j'avais parlé de ça étaient vraiment intéressés et que je voulais intégrer son école. Et je savais que c'était le meilleur endroit pour apprendre cette approche révolutionnaire. Rodkoff a proposé de faire ce qu'il pouvait. Il m'a dit, laissez-moi quelques coups de téléphone. Laissez-moi passer quelques coups de téléphone juste avant de raccrocher. Steve Rodkoff n'est pas l'idée qu'on se fait d'un officier de l'armée. C'est un New-Yorkais juif de taille moyenne, circonférence supérieure à la moyenne, des sourcils broussailleux, fort accent de Brooklyn. Ses enfants décrivent comme un croisement entre Homer Simpson et Vito Corleone. Je ne corresponds pas au modèle G.I. Joe que l'armée aime, reconnaît-il lui-même. Je n'aime pas non plus édulcorer les choses. Rodkoff a trouvé sa place dans le renseignement militaire. C'était le seul endroit où son intellect aigu était récompensé et sa langue acérée était tolérée. Le succès de Rodkoff en tant qu'officier du renseignement a aidé l'oncle Sam à piller 3 diplômes de maîtrise. L'armée l'a envoyé même dans son école d'élite d'études militaires avancées, dont les diplômes étaient connus sous le nom de chevalier Jedi.
Tu comprends mieux les métaphores que je te fais à chaque fois. Le 11 septembre 2001, Rodkoff était nommé colonel et commandait 504e Military Intelligence Brigade, MIB, à Fort Wood, Texas. Ce jour fatidique, il était à Fort Huachuca, en Arizona, avec d'autres officiers supérieurs du renseignement pour des réunions avec le nouveau chef du centre de renseignement de l'armée. Rodkoff se dirigeait vers les douches après son entraînement matinal dans le gymnase de la base lorsque le premier avion a percuté le World Trade Center. Il s'est blotti autour de la télévision du vestiaire avec un groupe d'autres hommes à moitié nus et a regardé sa ville brûler. Quelques heures plus tard, il était à bord d'un jet militaire pour Fort Wood avec l'ordre de préparer sa brigade pour la guerre. Alors que ces préparatifs étaient toujours en cours, Rodkoff a été invité par le général de division James Spider Marks à aider à superviser le renseignement pour l'invasion terrestre de l'Irak. Marks avait été engagé par le général David McKiernan en le commandant des forces terrestres de la coalition qui se rassemblaient dans le désert d'Arabie pour être son officier du renseignement d'état-major. Rodkoff avait 2 ans de retard sur Marks à West Point. Donc West Point, académie de West Point, académie militaire, fameuse académie militaire américaine. Ça, c'est moi qui parle. Marks pensait que il était l'un des officiers les plus brillants de l'armée. Il a demandé à Rodkoff d'être son adjoint, lui disant qu'il avait besoin de quelqu'un à ses côtés, qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Vous avez toute autorité pour être strident et à la limite de la perturbation et de l'insubordination, lui dit-il. C'était une offre que Rodkoff ne pouvait pas refuser. 3 petits points. Rodkoff s'est lancé dans la tâche de planifier l'invasion. Toute sa carrière avait mené à ce moment. Il était excité, mais il était aussi inquiet. Rodkoff ne pouvait se débarrasser d'un sentiment tenace que tout allait trop vite. Lui et son équipe parcouraient encore les photos satellites à la recherche des armes de destruction massive insaisissables de Saddam Hussein pour s'assurer qu'elles ne pourraient pas être utilisées contre les forces de la coalition lorsque les premiers chars ont commencé à s'aligner juste au sud de la frontière irakienne. Au moment où ces chars ont franchi la ligne de départ, c'était le 20 mars 2003, Rodkoff en était venu à croire que les États-Unis faisaient une erreur qui aurait pu être évitée si seulement la nation avait pris plus de temps pour réfléchir à l'ensemble de ce plan. Réfléchir un peu plus attentivement, remettre en question ses hypothèses sur la région, sur ses habitants et poser des questions difficiles que personne n'avait pris la peine de poser jusqu'à qu'il soit trop tard. 2 ans plus tard, après avoir vu la victoire que lui et ses camarades soldats avaient remportée si facilement se dérouler avec une hâte presque égale, Rodkoff aiderait à convaincre les principaux généraux de créer un système pour s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Ils appelleraient ce système Red Teaming, l'équipe rouge. Rodkoff m'a appelé en 2015 pour m'informer que je devais me présenter à Fort Leavenworth dans 1 mois pour commencer mon entraînement d'équipe rouge. J'ai finalement trouvé le bon avocat pour me donner la bonne foi à toi, répondit Rodkoff avec un petit rire, s'excusant pour le court préavis. Les choses mettent du temps à arriver dans l'armée, mais quand elles arrivent vite, répondit-il. J'aurais beaucoup à faire pendant les 4 prochaines semaines. Rodkoff avait réussi à me faire entrer non seulement dans le programme Red Teaming, mais dans le cours de chef de Red Teaming, qui était chargé de former les officiers qui dirigeaient les équipes rouges de l'armée. Cela signifiait 3 mois de formation à l'université des études militaires et culturelles étrangères. Quand je vous dis que c'est multidisciplinaire, le hacking, 3 petits points, fermez les guillemets. Là, c'est moi qui parle. Je dois vous avertir que c'est un programme très intense, m'a dit Rodkoff. Avant de partir pour le Kansas, nous poussons nos étudiants à vraiment se remettre en question, à remettre en question leurs propres pensées et à réfléchir de manière critique à leurs propres expériences. Beaucoup de vos camarades de classe auront vécu des expériences assez intenses. La plupart d'entre eux seront redéployés dès que vous aurez obtenu votre diplôme. Donc ça sera pas un séminaire d'études supérieures typique. Et en effet, ce ne fut pas le cas. C'était beaucoup mieux une fois que tout le monde s'était habitué à voir un civil, moi, parmi eux. 3 petits points. N'ayant pas réussi à réaliser quoi que ce soit qui ressemble à une entrée discrète le premier jour de classe, j'étais reconnaissant que Dr Benson ait perdu un peu de temps à se mettre au travail. Au lieu de s'inquiéter pour moi, mes camarades de classe se sont concentrés sur les ROE, Rule of Engagement, les règles d'engagement, comme l'a expliqué le major assis à côté de moi. Donc vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, dans l'armée, les règles d'engagement, c'est quand vous êtes fantassin ou
dans d'autres corps, hein, pilotes, peu importe en fait. Hein, vous ne pouvez pas ouvrir le feu. Vous avez un protocole pour ouvrir le feu sur une cible. D'accord? Et il faut identifier déjà la menace, est-ce que c'est un civil ou un militaire, pour pouvoir ouvrir le feu. Hein, on n'est pas des cow-boys, je vous l'ai toujours dit, et ça s'applique également pour les forces spéciales. D'accord? C'est les règles d'engagement. Donc, comment j'ai appris dans les présentations qui ont suivi ces hommes, et également une femme qui avait vu de leurs propres yeux les faux pas, qui avait incité les militaires à justement développer la Red Team. Ces erreurs avaient coûté des vies. Certains d'entre eux l'avaient eux-mêmes payé très cher. Il n'y a pas de coût caché à la guerre pour ces gens. Ils connaissent le décompte complet et avaient aidé à couvrir la fameuse facture. Ils étaient bien loin du stéréotype du GI américain qui criait à coups de poing et de houha. Ils étaient sceptiques, critiques, analytiques. En d'autres termes, ils étaient parfaitement adaptés pour devenir des Red Teamers.